Après des décennies de silence, Mia Farrow se confie enfin sur le jour qui a tout changé. En janvier 1992, elle est entrée dans l'appartement de Woody Allen et a découvert des photographies qui allaient bouleverser sa vie. Mais ce n'est pas le pire. Ce qui suivit fut un véritable cauchemar de trahison, d'accusations d'abus et de secrets de famille qu'elle a gardés secrets jusqu'à présent. À 79 ans, elle est enfin prête à révéler la vérité bouleversante sur l'homme qu'elle considère comme le plus grand regret de sa vie. Mia Farrow est née le 9 février 1945 à Los Angeles, en Californie. Ses parents travaillaient tous deux à Hollywood. Son père, John Farrow, était un célèbre réalisateur et scénariste australien, et sa mère, Maureen O'Sullivan, était une actrice qui interpréta Jane dans les films de Tarzan des années 1930 et 1940. Mia était la troisième enfant d'une famille de 7. Elle a grandi à Beverly Hills, baignée dans le luxe. Sa famille possédait une grande et somptueuse demeure fréquentée par les stars hollywoodiennes. Même ses parrains et marraines étaient célèbres. George Cukor, un réalisateur renommé, et Luella Parsons, une chroniqueuse mondaine influente. Mia avait un côté espiègle et théâtral dès son plus jeune âge. Elle aimait donner de petits spectacles effrayants avec du faux sang et des poignards factices pour les touristes qui passaient devant sa maison. À seulement 2 ans, elle est apparue dans un court-métrage intitulé Unusual Occupations Film Taught Holiday. C'était un avant-goût de sa future carrière d'actrice, mais son enfance n'a pas été sans nuages. Son père avait un grave problème d'alcool, ce qui provoquait de nombreuses disputes avec sa mère. Ces disputes perturbaient Mia et l'amenaient à réfléchir profondément à la famille et aux relations même très jeunes. Sa famille était également très pratiquante. Bien qu'il menace une vie hollywoodienne, il restait très attaché aux traditions catholiques. Mia et ses frères et sœurs fréquentaient des écoles catholiques à Los Angeles. Cette éducation religieuse lui a inculqué de solides valeurs morales et un sens aigu des responsabilités. Plus tard, Seeley a influencé sa décision d'aider les autres et d'adopter des enfants issus de milieux différents. À 9 ans, Mia a été confrontée à un terrible événement. Elle a contracté la polio lors d'une importante épidémie à Los Angeles en 1954. Elle a dû rester hospitalisée en quarantaine pendant 3 semaines complètement seule. La maladie lui causait de fortes douleurs, notamment au dos, à la nuque et aux jambes. À un moment donné, elle a dû être placée sous assistance respiratoire. Être séparée de ses parents était tout aussi difficile que la maladie. Elle avait peur et était perdue, mais les infirmières n'étaient pas bienveillantes. L'une d'elles l'a même réprimandée parce qu'elle pleurait, disant qu'elle aggravait la situation pour tout le monde. Les traitements étaient terribles et Mia détestait les compresses chaudes utilisées en thérapie. Plus tard, elle a confié que la polio lui avait donné l'impression que son enfance était terminée. Elle ne se sentait plus en sécurité ni protégée, et le monde lui paraissait beaucoup plus effrayant. À 13 ans, Mia fut frappée par une autre tragédie au sein de sa famille. Son frère aîné, Michael, périt dans un accident d'avion. Michael n'avait que 19 ans et faisait partie de la réserve des Marines. L'accident s'est produit le 28 octobre 1958 près de Pacoima, en Californie. Toute la famille était dévastée. Son père, qui avait déjà des problèmes d'alcool, a vu son état s'aggraver. Cela provoqua des disputes encore plus violentes entre ses parents. À cette époque, Mia et sa sœur Prudence étaient en Angleterre dans un pensionnat religieux. Mia apprit la mort de Michael alors qu'elle était loin de chez elle, ce qui la fit se sentir encore plus seule. Après les funérailles de Michael, Mia retourna à son école dans le Surrey, tandis que sa famille resta quelque temps à Londres avant de déménager dans une maison à Chelsea. Ce fut une période difficile pour tous et Mia vit ses parents se disputer plus que jamais. En 1963, après le décès de son père, Mia partit vivre à New York avec sa mère. Sa vie a basculé ici. Elle a commencé le mannequinat et le théâtre, s'insérant peu à peu dans le monde du cinéma. Ce ne fut pas facile. Elle a passé des auditions et essuyé des refus, mais elle n'a pas baissé les bras. Son premier petit rôle d'enfant n'était pas important, mais il lui a donné un avant-goût de ce qui l'attendait. Ses débuts difficiles lui ont appris à rester forte et à persévérer. Bientôt, sa persévérance porta ses fruits et sa carrière commença à prendre forme.
En 1965, Mia auditionna pour un rôle important, celui de Liesel Von Trapp dans La Mélodie du Bonheur. Elle n'obtint pas le rôle, mais cette expérience fut marquante. L'essai filmé existe toujours et la montre en train de chanter et de jouer, nous offrant un aperçu de son potentiel précoce. La concurrence pour le rôle était féroce, car La Mélodie du Bonheur était attendue comme un immense succès. Mia n'a pas obtenu le rôle, mais cela ne l'a pas découragée. Peu après, elle décrocha un rôle dans Peyton Place, un rôle qui changea tout. Son échec dans La Mélodie du Bonheur ne fut finalement qu'une étape de plus dans son parcours. Mia devint une star grâce à son interprétation d'Allison Mackenzie dans Peyton Place de 1964 à 1966. La série racontait l'histoire d'une petite ville et de tous ses secrets, ses relations et ses difficultés. Le rôle d'Allison, une jeune femme douce mais complexe interprétée par Mia, l'a rendue célèbre. Le public adorait la série qui est devenue l'un des premiers grands feuilletons télévisés attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Son interprétation a donné vie au personnage d'Allison et a révélé tout le talent de Mia. Mais la célébrité n'avait pas que des avantages. Les médias ont commencé à scruter le moindre de ses faits et gestes, et son mariage avec Frank Sinatra a également fait couler beaucoup d'encre. Sa vie privée éclipsait souvent son travail. Après 2 saisons de Peyton Place, Mia quitta la série en 1966 à la demande de Sinatra. Ce départ fut un grand bouleversement pour elle. Elle se tourna ensuite vers le cinéma, ce qui la mena au rôle qui allait faire d'elle une légende. En 1968, Mia incarna Rosemary Woodhouse, une femme enceinte qui prend peu à peu conscience de l'horreur qui se trame autour d'elle dans Rosemary's Baby, un thriller psychologique réalisé par Roman Polanski. L'histoire explorait les thèmes de la confiance, de la peur et de la part d'ombre de l'être humain. Le film connut un immense succès, rapportant plus de 30 millions de dollars et recevant de nombreux éloges. La performance de Mia fut particulièrement saluée par la critique qui sut rendre la peur et la confusion de Rosemary d'un réalisme saisissant. Roger Ebert a même qualifié son travail de brillant. Ce rôle a fait de Mia une véritable star de cinéma et a changé la façon dont les femmes étaient perçues dans les films d'horreur. Rosemary n'était pas qu'une simple victime. C'était un personnage profond et attachant. Le film est devenu l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps et en 2014, il a été intégré à la Bibliothèque du Congrès pour son impact culturel. Rosemary's Baby n'a pas seulement rendu Mia célèbre. Ce rôle a révélé au monde entier son talent exceptionnel et a lancé une carrière jalonnée de rôles uniques et mémorables. La relation de Mia Farrow avec Woody Allen est l'une des plus commentées et complexes de l'histoire d'Hollywood. Pendant plus de 10 ans, elle a joué dans 13 de ses films, à commencer par Une nuit d'été, comédie érotique en 1982. Farrow interpréta Ariel, un rôle initialement prévu pour Diane Keaton. Malgré des critiques mitigées, les films permettent à Farrow de découvrir le style comique d'Allen et jeta les bases d'une longue collaboration artistique. Peu après dans Zelig, elle incarna le Dr. Eudora Fletcher, une psychiatre prenant en charge Leonard Zelig, un homme capable de se fondre dans la masse. Sorti en 1983, le film mêlait de façon originale faux documentaires et fantastique. L'interprétation sobre et convaincante de Farrow a contribué à ancrer le récit dans la réalité et la critique a salué sa parfaite collaboration avec Allen autour de ce concept unique. Puis vint Broadway, Danny Rose en 1984, où Farrow se métamorphosa en Tina Vital, la petite amie exubérante et effrontée d'un gangster. Elle portait des lunettes de soleil noir et parlait avec un fort accent new-yorkais, ce qui rendait le rôle totalement différent de tout ce qu'elle avait fait auparavant. Sa performance fut si remarquable qu'elle fut nommée aux Golden Globes. Même Allen souligna l'audace de sa part d'accepter un rôle aussi exigeant compte tenu de la transformation physique et émotionnelle qu'il impliquait. L'une de ses prestations les plus émouvantes remonte à 1985 dans La Rose pourpre du Caire. Farrow y incarnait Cecilia, une serveuse en difficulté durant la Grande Dépression qui trouve refuge dans le cinéma. Son interprétation empreinte d'innocence et de chagrin lui valut une nouvelle nomination aux Golden Globes.
Film a été encensé par la critique et est souvent considéré comme l'un des meilleurs d'Alan La performance de Farrow en constituant le cœur émotionnel. Lorsqu'ils ont réalisé Anna et ses sœurs en 1986, leur collaboration avait déjà donné naissance à certains des films les plus respectés d'Alan. Farrow y incarnait Hannah, une femme stable et attentionnée dont la vie est intimement liée à celle de tous les autres personnages. Bien que Farrow n'ait reçu aucune nomination, le film devint l'un des plus grands succès d'Alan, remportant plusieurs Oscars. Son interprétation apporta une force discrète à un rôle qui aurait pu passer inaperçu. Dans Radio Days, sorti en 1987, Farrow démontra à nouveau son talent comique dans le rôle de Sally White, une vendeuse de cigarettes qui rêve de devenir une vedette de la radio. Sa transformation d'une jeune fille timide et réservée à une personnalité affirmée était à la fois drôle et charmante. Plus tard dans l'année, elle a joué dans September, un film beaucoup plus sombre et intimiste. Farrow y incarnait Lane, une femme se remettant d'un traumatisme et luttant contre ses émotions dans un espace clos. Le rôle était intense et lui a permis d'explorer des registres dramatiques plus profonds. Bien que le film n'ait pas connu un grand succès, la performance de Farrow s'est distinguée par son authenticité brute. Dans Une autre femme, 1988, Farrow tenait un rôle secondaire, celui de Hope, une femme tourmentée dont les séances de thérapie sont entendues par le personnage principal. Son temps d'écran était limité, mais sa performance était essentielle à l'histoire, prouvant que même dans un second rôle, elle pouvait marquer les esprits. À la sortie de Crimes et Délits en 1989, Farrow était déjà une actrice régulière des films d'Alan. Elle y incarnait Halla Reid, une productrice de documentaires aux prises avec des complications sentimentales. Bien que son rôle ne fût pas au centre de l'intrigue, elle a apporté profondeur et subtilité à un film salué pour son exploration de la moralité et des relations humaines. En 1990, Farrow a tenu le rôle principal dans Alice Incarnate, une riche femme au foyer new-yorkaise qui entreprend un voyage initiatique magique. Ce rôle lui a valu une nouvelle nomination aux Golden Globes, les critiques louant son mélange d'humour et de vulnérabilité. Ce rôle permet à Farrow d'explorer des facettes à la fois fantaisistes et sérieuses de son talent, prouvant une fois de plus sa grande polyvalence. Dans Shadows and Fog, 1991, elle incarnait Irmi, une avaleuse de sabres excentriques dans un cirque itinérant. Le film rendait hommage au cinéma expressionniste allemand et malgré des critiques mitigées, la performance unique de Farrow a insufflé une véritable âme à l'ensemble des acteurs. Leur dernier film ensemble, Maurice et Femme, est sorti en 1992. Farrow incarnait Judy, une femme confrontée à l'effondrement de son mariage. Le film, d'une authenticité brute presque documentaire, offrait une performance profondément émouvante et sincère de la part de Farrow. Malgré les difficultés personnelles rencontrées lors de la production, son travail a été largement salué. Au fil de ses 13 films, Farrow a démontré son talent pour aborder tous les genres de la comédie au drame, se métamorphosant souvent complètement pour un rôle. Elle a reçu 3 nominations aux Golden Globes pour Broadway, Danny Rose LaRose pour Producare et Alice. Même lorsqu'elle ne remportait pas de prix, ses performances laissaient une empreinte indélébile, faisant d'elle un élément essentiel de certains des films les plus mémorables et les plus acclamés par la critique d'Alan. Mia Farrow a épousé Frank Sinatra le 19 juillet 1966 à l'âge de 21 ans. Sinatra avait 50 ans, soit une différence d'âge considérable de 31 ans. Ils se rencontrèrent en 1964 sur le plateau de la 20th Century Fox et tombèrent rapidement amoureux malgré leurs différences. Pour Sinatra, c'était son 4e mariage, mais le premier pour Farrow. Ils célébrèrent un mariage fastueux à Las Vegas, mais les problèmes commencèrent presque aussitôt. Sinatra voulait qu'elle abandonne sa carrière d'actrice et se concentre sur leur vie à deux. La situation devint critique lorsqu'elle obtint un rôle dans Rosemary's Baby en 1968, réalisé par Roman Polanski. Furieux, Sinatra lui envoya même une demande de divorce pendant le tournage. Farrow refusa de quitter le film, ce qui entraîna leur séparation.
Plus tard, elle admit qu'elle était jeune et ne savait pas comment gérer une relation aussi compliquée. Même après leur divorce en 1968, ils restèrent proches, et Farrow affirma qu'il n'avait jamais vraiment rompu les liens affectifs. Isles restèrent amis jusqu'à la mort de Sinatra en 1998. Après Sinatra, Farrow épousa André Previn en 1970. Elle avait 25 ans et lui 49, ce qui représentait un autre grand écart d'âge. Durant leur mariage, ils eurent des jumeaux, Matthew et Sasha en 1970 et un autre fils, Fletcher, en 1974. Farrow commença également à adopter des enfants. Elle adopta Lark, originaire du Vietnam, et Daisy, originaire de Corée, alors qu'elle était encore avec Previn. Leur vie de famille semblait heureuse, mais des problèmes surgirent lorsque Farrow découvrit l'infidélité de Previn. Leur mariage prit alors fin en 1979. Plus tard, Farrow confia regretter l'impact du divorce sur ses enfants, mais elle resta concentrée sur son rôle de mère aimante. La même année, en 1979, Farrow entama une relation avec le cinéaste Woody Allen. Cette relation allait devenir l'un des épisodes les plus controversés de sa vie. Leur idylle dura 12 ans période, durant laquelle Farrow joua dans 13 films d'Allen. Leur collaboration professionnelle a été un atout pour sa carrière, mais leur vie privée a fini par faire scandale. La famille de Farrow s'est agrandie au fil des ans. Elle est devenue célèbre pour avoir adopté de nombreux enfants et pour son dévouement en tant que mère. Durant son mariage avec Previn, elle a adopté Lark et Daisy, en plus de ses 3 fils biologiques. Après son divorce, elle a continué d'adopter. Elle a accueilli Moses en 1980 et Dylan en 1985, ce dernier jouant plus tard un rôle central dans son conflit avec Allen. Dans les années 1990, Farrow avait adopté encore plus d'enfants, dont Thaddeus, originaire d'Inde, et Quincy Min, originaire du Vietnam. Au total, elle a adopté 14 enfants, créant ainsi une famille nombreuse et diversifiée. Malgré son dévouement à la maternité, elle a connu des moments douloureux. 3 de ses enfants sont décédés, Tom en 2000, Lark en 2008 et Thaddeus en 2016. Ces pertes ont été dévastatrices, mais Farrow est restée forte pour sa famille. Parallèlement à son rôle de mère, elle s'est engagée pour la défense des droits des enfants et a mis sa notoriété au service des enfants vulnérables du monde entier. La vie de Mia Farrow a basculé en janvier 1992 lorsqu'elle a découvert que Woody Allen, son compagnon de longue date, entretenait une liaison avec sa fille adoptive Soon-Yi Previn. Ce fut un choc terrible et inoubliable. Lors d'une visite chez Woody à New York, Mia découvrit par hasard une pile de photos Polaroid à caractère sexuel de Soon-Yi. Soon-Yi avait alors 21 ans et leur liaison avait débuté alors qu'elle vivait encore chez Mia. Mia avait adopté Soon-Yi en 1977, des années avant le début de sa relation avec Woody. La découverte de ces photos fut une trahison terrible qui non seulement brisa la confiance de Mia, mais ébranla aussi les fondements de sa famille. Mia et Woody étaient ensemble depuis plus de 10 ans. Durant leur relation, ils avaient construit une famille unique mais complexe. Ils avaient eu 3 enfants ensemble, 2 adoptés, Dylan et Moses, et un fils biologique, Ronan, initialement prénommé Satchel. La découverte des photos a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mia a décrit plus tard sa réaction avec force de détail. « Je tremblais de tous mes membres. J'ai ramené mon enfant à la maison et j'ai fermé la porte à clé. » La trahison ne concernait pas seulement Woody. Elle concernait aussi Soon-Yi, une personne que Mia avait aimée et élevée. La douleur fut immédiate et insoutenable. La découverte eut des conséquences explosives. La nouvelle de la liaison se répandit comme une traînée de poudre et les médias s'emparèrent de l'affaire. Les gros titres ne se limitaient pas à l'infidélité. Ils abordaient des questions de moralité, de rapport de force et de loyauté familiale. Après avoir découvert les photos, Mia a confronté Soon-Yi et cette confrontation fut empreinte d'émotions brutes, de larmes, de colère et de confusion. Les agissements de Soon-Yi et la trahison de Woody ont plongé Mia dans la confusion et l'incompréhension face aux événements survenus chez elle. Woody a tenté de se justifier, affirmant que les accusations de Mia étaient motivées par la colère suscitée par sa relation avec Soon-Yi.
mais l'opinion publique est restée impitoyable et son image a été gravement ternie. Mais ici n'était pas le seul incident. En 1992, Woody Allen a été accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive de 7 ans, Dylan Farrow. Le 4 août, Dylan a confié à sa mère Mia Farrow qu'Allen l'avait agressé sexuellement à leur domicile du Connecticut. Cela s'est produit peu après que Mia ait découvert la liaison d'Allen avec sa fille adoptive Soon-Yi Previn. La situation était explosive. Mia était anéantie par la trahison d'Allen et tentait de digérer les révélations choquantes de Dylan. Après que Dylan lui eut raconté ce qui s'était passé, Mia a commencé à la filmer avec un caméscope. Elle sous-highlight documente le récit de Dylan concernant les abus présumés. Cette vidéo est par la suite devenue une pièce maîtresse du dossier lors de la bataille juridique qui a suivi. La police d'État du Connecticut a ouvert une enquête. Ils ont interrogé Dylan et d'autres membres de sa famille pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Malgré la gravité des allégations, aucune poursuite n'a été engagée. Le procureur a déclaré que les preuves étaient insuffisantes pour engager des poursuites tout en précisant qu'il était impossible d'exclure la possibilité de maltraitance. Dans le cadre de l'enquête des spécialistes de l'hôpital Yale New Haven ont interrogé Dylan afin de comprendre son état émotionnel et mental. Leurs conclusions ont suscité de vifs débats. Certains experts ont estimé que les propos de Dylan semblaient préparés ou influencés par Mia. D'autres ont relevé des incohérences et soupçonné Dylan d'avoir été manipulé. En revanche, certains estimaient que sa détresse était authentique et que ses émotions témoignaient d'un véritable traumatisme. Ces opinions divergentes ont rendu l'affaire encore plus complexe. Entre-temps, Allen a demandé la garde de Dylan et de ses 2 autres enfants, Moses et Satchel. La bataille pour la garde a été très médiatisée et chargée d'émotions. Les 2 parties ont présenté des preuves et des témoignages, mais le tribunal a tranché en faveur de Mia. Elle a obtenu la garde de l'enfant et Allen a perdu son droit de visite. La décision du juge reflétait de sérieuses inquiétudes quant au comportement d'Allen, mais le combat ne s'est pas arrêté là. Pendant des années, Allen et Mia se sont mutuellement accusés d'abus, et l'affaire est restée sous les feux des projecteurs. En grandissant, Dylan a continué de maintenir sa version des faits, insistant sur sa véracité. La participation de Mia Farrow à la série HBO Allen v. Farrow a marqué un tournant dans son long combat pour faire entendre sa voix concernant Woody Allen et les allégations d'abus visant leur fille Dylan Farrow. Le documentaire sorti le 21 février 2021 est réalisé par Kirby Dick et Amy Ziering, se compose de 4 épisodes qui explorent en profondeur les événements de 1992, lorsque Dylan, alors âgé de 7 ans, a accusé Allen d'abus. Les réalisateurs ont utilisé des vidéos familiales, des documents judiciaires, des rapports de police et des entretiens avec des membres de la famille et des experts pour reconstituer le récit de manière claire et détaillée. Au départ, Mia hésitait à participer à la série. Les réalisateurs ont dû la convaincre et pendant le tournage, ils ont utilisé le nom de code Project Eliza pour garder le projet secret. Ils souhaitaient offrir à Mia et Dylan un espace sûr pour raconter leur histoire sans qu'elle soit déformée par les médias qui avaient souvent tendance à tout sensationnaliser. L'un des moments les plus poignants du documentaire était constitué d'images d'archives des vidéos familiales de Mia. On y voyait Dylan enfant racontant son histoire peu après les abus présumés. Le visionnage de ces images était bouleversant et déchirant, offrant un témoignage rare et authentique des épreuves traversées par la famille. La série s'est également intéressée aux événements qui ont suivi les accusations, notamment à l'âpre bataille pour la garde de Mia entre Woody Allen et ce dernier. L'opinion publique et la couverture médiatique ont joué un rôle prépondérant souvent en faveur d'Allen. Ce dernier a refusé de participer au documentaire, ce qui, selon certains, a rendu le récit partial. D'autres ont fait valoir que son absence avait permis à Mia et Dylan de partager leurs expériences en toute tranquillité sans être dérangés. Quoi qu'il en soit, le documentaire s'est concentré sur leur point de vue révélant leur douleur et leur force. Pour Mia Farrow, participer à ce documentaire a suscité des émotions mitigées. Dans une rare interview, elle a évoqué la transformation de sa relation avec le réalisateur oscarisé passé du bonheur au regret. Se remémorant les débuts, Farrow a confié avoir été aux anges.
Mais tout a basculé dans les années 1990. Aujourd'hui, Farrow n'a pas mâché ses mots pour exprimer ses sentiments envers Alan. Elle a qualifié leur relation de plus grand regret de sa vie. « Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais », a-t-elle déclaré. « Selling People, j'aurais préféré ne jamais le rencontrer. C'est mon plus grand regret d'avoir fait venir quelqu'un comme ça qui n'aurait jamais dû exister. » En 2018, lors d'une interview avec Elle Farrow, a apporté un éclairage nouveau sur leur relation très médiatisée. Elle a expliqué que ce n'était pas aussi simple qu'on pouvait le croire. « Ce n'est pas tout blanc ou tout noir », a-t-elle dit. « Sinon, vous vous demanderiez ce que vous faites avec cette personne pendant 10 minutes et encore moins pendant 10 ans. J'en suis arrivé à un point il y a bien longtemps où je me fiche complètement de lui. » À ce jour, Alan et Farrow restent brouillés. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter en 2016, Alan a révélé qu'il n'avait aucun contact. Interrogé sur la possibilité de voir Farrow, il a répondu « Non, je ne pense pas qu'elle vive à New York. Je crois qu'elle habite dans le Connecticut. Je n'en suis pas sûr. Ou alors elle voyage pour l'UNICEF ou quelque chose comme ça. » Près de 30 ans après leur rupture très médiatisée et leur bataille pour la garde de leurs enfants, Farrow a admis craindre encore les agissements possibles d'Alan, notamment après sa participation à la série HBO. Alan, marié à Sue depuis 23 ans et père de 2 filles, n'apparaît pas dans le documentaire, mais sa voix est entendue dans des extraits audio de son autobiographie de 2020, Apropos of Nothing. Dans le documentaire, Farrow a fait part de ses inquiétudes. Elle a également confié sa conviction qu'Alan ne reculerait devant rien pour se protéger. Il fera tout ce qu'il faut pour tenter d'échapper à la vérité au désastre qu'il a lui-même provoqué, a déclaré Farrow. Ses paroles ont brossé un tableau saisissant de la douleur et de la peur qu'elle porte en elle depuis des années. Parallèlement, la carrière de Mia Farrow a connu de nombreux tournants dans les années 2000. Elle est passée du cinéma à la télévision et au théâtre, prouvant ainsi qu'elle pouvait toujours aborder des rôles variés avec brio. Après s'être consacrée pendant des années à élever ses enfants et avoir réduit son activité d'actrice, elle est revenue sur les planches avec une énergie débordante. L'un de ses premiers rôles à la télévision à cette époque fut dans la série Third Watch. Entre 2000 et 2003, elle apparut dans 5 épisodes incarnant une mère confrontée à des situations difficiles dans une ville impitoyable. Ce rôle lui permit de démontrer au public qu'elle était capable d'aborder des sujets émotionnels profonds, même après une période d'éloignement des projecteurs. En 2001, Mia est jouée dans le téléfilm A Girl Thing, qui traitait d'amour et d'amitié entre femmes. Elle partageait l'affiche avec d'autres actrices célèbres comme Kate Capshaw et Stockard Channing. Le film abordait des thèmes qui résonnaient auprès du public moderne et le rôle de Mia a contribué à la profondeur émotionnelle du récit. En 2002, elle décroche le rôle principal dans le téléfilm de Lifetime, La vie secrète de Zoé. L'histoire centrée sur une jeune fille confrontée à des problèmes personnels est mise en lumière par la performance de Mia qui démontre sa capacité à apporter profondeur et sensibilité à ce genre de drame familial moderne. Parallèlement, Mia se lance dans le théâtre. En 2002, elle a rejoint la troupe de théâtre itinérante The Exonerated. Cette pièce traite des erreurs judiciaires et de la peine de mort. Son rôle a démontré son désir de jouer dans des histoires porteuses de sens et abordant des sujets graves. En 2003, elle a joué dans la pièce Le Lead de Fran, qui explorait les thèmes de l'amour et du deuil avec beaucoup d'émotion. Cette expérience théâtrale a prouvé que Mia était toujours capable d'interpréter des rôles forts et de toucher le public sur scène. En 2000, elle a également commencé à s'investir dans l'humanitaire. Elle est devenue ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, mettant sa notoriété au service des enfants dans le besoin à travers le monde. Elle s'est rendue dans des régions ravagées par la guerre, la pauvreté et les maladies, notamment en Afrique et en Asie. L'un de ses voyages les plus marquants l'a conduite au Darfour, où elle a constaté les ravages de la violence sur tant de populations. En 2006, elle s'est rendue dans des camps de réfugiés au Tchad où des personnes originaires du Darfour avaient trouvé refuge. Elle a écouté leurs témoignages et a attiré l'attention sur leurs souffrances.
Elle a dénoncé les violences et a appelé la communauté internationale à agir rapidement pour protéger ces personnes vulnérables. Son travail a permis de sensibiliser davantage les médias à la crise et a incité plus de personnes à soutenir les efforts d'aide au Darfour. Mia ne s'est pas contentée de parler des problèmes. Elle a rejoint des campagnes comme le Fonds pour le Darfour afin de collecter des fonds pour les victimes de violences et des projets œuvrant pour la paix. Elle a utilisé les témoignages personnels qu'elle a recueillis pour montrer à quel point ces problèmes étaient réels et urgents. Ses efforts ont été remarqués et elle a reçu des prix de la part d'organisations de défense des droits humains. Le travail de Mia avec l'UNICEF a inspiré de nombreuses personnes à s'engager pour aider les autres, prouvant ainsi qu'une célébrité peut utiliser sa notoriété pour faire bouger les choses. Son engagement au Darfour est devenu un axe majeur de son militantisme. Lors de sa visite au Tchad en 2006, elle a constaté que la situation s'aggravait. Les violences s'étaient propagées du Darfour au Tchad et même les réfugiés n'étaient plus en sécurité. Pour attirer l'attention sur cette situation, Mia a entamé une grève de la faim en 2009. Cette grève, qui a duré plusieurs jours, a bénéficié d'une forte médiatisation, contribuant ainsi à diffuser son message à un public plus large. Elle a également collaboré avec des organisations telles que Save Darfur Coalition et Aegis Trust, qui ont fourni une aide humanitaire et accompagné les réfugiés dans la reconstruction de leur vie. Malgré son engagement militant, Mia a réussi à poursuivre sa carrière d'actrice. Élever 14 enfants n'était pas chose facile, mais elle a continué à accepter des rôles qui lui tenaient à cœur. Si elle a moins joué dans les grands films, elle s'est concentrée sur des projets télévisés et théâtraux en accord avec ses valeurs. Elle profitait également des interviews et des apparitions publiques pour aborder les enjeux mondiaux, mêlant ainsi son travail d'actrice à son militantisme. Elle veillait à ce que sa carrière et son action humanitaire se nourrissent mutuellement.